Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors, il fait encore une chaleur totalement insupportable, donc j'ai pas pu bosser sur le réseau ni faire des séquences qui auraient pu être intéressantes sur les thématiques que j'avais envie de traiter. Néanmoins, je voudrais revenir avec vous sur différentes petites questions qui m'ont été posées dans l'espace commentaire, mais aussi de façon plus générale. Donc c'est une vidéo qui va être plutôt s'adresser aux gens qui débutent que aux modélistes confirmés, bon, un peu de temps en temps. Donc, la première des choses que je voudrais revenir, si vous allez sur la playlist techniques et astuces, vous aurez vu certaines vidéos qui parlent de NEM avec un numéro derrière. NEM, c'est un acronyme pour Norme européenne du modélisme. C'est en gros un ensemble de recommandations qui est suivi à la fois par les modélistes, les clubs et évidemment les constructeurs. Là aujourd'hui, je voudrais revenir sur une NEM un petit peu particulière, c'est la NEM 800F, qui traite des époques de chemin de fer. Alors, pourquoi, vous allez me dire, je vais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que, évidemment, on ne peut pas comparer le chemin de fer tel qu'il était dans les années 1830-1850 au chemin de fer tel qu'il est actuellement. Et donc, l'idée des époques et de la normalisation des époques, c'est d'essayer de définir des jalons qui vont pouvoir, d'une certaine manière, donner des indications historiques, donc aussi donner des indications quant à la nature du réseau que vous allez faire. Parce qu'effectivement, on ne conçoit pas du tout la même chose, de la même façon, un réseau qui fait rouler des trains à grande vitesse, des LGV, des choses comme ça, qu'un réseau qui, lui, est du petit tortilla d'intérêt local dans les années 1820-1850. Donc, cette norme n'est pas, contrairement à d'autres normes, une obligation à être suivie, c'est simplement pour pouvoir vous donner des grandes indications, et je vais un petit peu essayer de décrypter ça avec vous, parce que c'est vrai que quand on achète du matériel roulant, qu'il soit neuf ou d'occasion, c'est intéressant de le remettre dans son contexte historique. Alors, il y a du matériel très ancien qui roule encore maintenant, hein. Alors, soit parce qu'il a été préservé, soit parce qu'il a été revendu à d'autres réseaux, soit tout simplement parce que, de façon très anecdotique, on en trouve encore l'usage, que ce soit dans les dépôts, les annextractions et même les technicentres. Donc, la norme européenne de modélisme ferroviaire, dirigée par le MOROP, nous a fait pour la France un découpage. Alors, il faut savoir que depuis les années 2000-2010 à peu près, on a 6 époques qui définissent le chemin de fer. Et dans ces 6 époques, on a des subdivisions qui correspondent soit à des faits historiques, une guerre, 1870 par exemple, soit des changements de gouvernance dans les réseaux, c'est notamment l'apparition de la SNCF à la fin de l'époque 2. Donc on va essayer de regarder un petit peu tout ça ensemble. Pourquoi et qu'est-ce que ça signifie ces époques? Alors, on a au sein de la première époque, donc la première époque, elle a 3 subdivisions. En réalité, elle en a 4, mais on va partir du principe qu'on va suivre ce que dit le MOROP. Donc c'est une époque qui commence en 1832 et qui se termine en 1925. Alors, il y a effectivement une petite subtilité par rapport à ça, parce que c'est vrai que on a souvent tendance à considérer que l'arrivée de la SNCF est en fait signe le changement, et que bon, faire finir l'époque 2 en 1925, c'est un petit peu problématique. Mais on va revenir un petit peu sur les 3 subdivisions qui sont données par le MOROP. Donc, dans l'époque 1, donc 1932
1925. De quoi il s'agit? En fait, historiquement parlant, c'est cette époque-là qui voit l'essor du chemin de fer, la déclaration du chemin de fer comme utilité publique et l'ouverture par l'État de concessions délivrées à des compagnies privées qui vont être chargées de construire en fait des portions de lignes. Alors, il faut savoir que on est dans une période où le matériel roulant est très compact. On est en fait vraiment dans l'héritage de ce qu'on avait, mais cette fois-ci avec les transports à chevaux. Donc on se retrouve avec des locomotives à très très faible rendement. Hein. On a la roquette de Stephenson, on a des locomotives un peu hétéroclites au départ. Et donc la période A, dans l'époque 1, qui part de 1832 en France à 1870, c'est-à-dire la guerre de 70 où la France va perdre l'Alsace-Lorraine au profit de l'Allemagne, on est dans la construction un peu chaotique des lignes de chemin de fer et il y a plein de petites compagnies privées qui se créent. Ensuite, après, on arrive sur la période B qui est de 1871 à 1918. Il faut savoir qu'on a un contexte historique en Europe où la guerre de 70 n'a pas résolu les problèmes. La France aimerait récupérer l'Alsace-Lorraine, le Kaiser en Allemagne aimerait étendre le pan-germanisme, ce qui donnera plus tard l'Anschluss nazi, et on commence à avoir des velléités d'armement un peu partout, y compris en Angleterre. Et plus précisément, pour le chemin de fer, on va arriver sur un ensemble de choses dans cette époque B de l'époque 1 qui sont un peu structurantes. D'une part, on a les locomotives à vapeur qui commencent à avoir une certaine forme familière, des classifications qui permettent de donner en gros des grands principes de la locomotive à vapeur. Ensuite, après, on a les lois Freycinet en 1879 qui vont ouvrir en fait le chemin de fer à la desserte locale. Et on va avoir l'apparition de pas mal de petits réseaux, d'abord à vocation industrielle, très souvent en voie métrique. Et en 1875, on va avoir arrivé les porteurs de Coville, ce qui va généraliser la voie de 60 cm pour les usages agricoles, industriels et militaires. Donc ça, c'est vraiment l'époque B. Ensuite, après l'époque C, donc de 1818 à 1925, on remarque que là, ça marque en fait l'arrivée et la fin de la Première Guerre mondiale comme étant le marqueur en fait de l'époque C. Il faut rappeler que on arrive dans cette période-là, dans une période de très forte croissance qui est liée à la reconstruction. Et donc, du coup, avec un engouement à la fois pour les loisirs, mais aussi pour tout ce qui va être lié, en fait, à la, comment s'appelle, au déplacement de masse, bien plus qu'au déplacement des marchandises. Donc, la vraie question de cette époque C, de cette période C sur l'époque 1, donc 1818-1925, c'est l'arrivée des machines à armistice, donc après la guerre, ce qu'on va appeler les US Army, la création du réseau Alsace-Lorraine, qui aura été recréé en fait, puisque l'Alsace-Lorraine revient dans le territoire national après l'armistice de 1918. Et donc, du coup, il y avait un réseau ferré qui, dans un premier temps, va être complètement autonome, c'est-à-dire on va créer une compagnie qui va gérer, en fait, l'espace Alsace-Lorraine qui, antérieurement, était sous dominion germanique. Et donc, on va avoir aussi l'arrivée de la normalisation du matériel roulant, avec notamment l'apparition et la création de l'OSEM, qui va normaliser et donner, en fait, sur le territoire national,
des grands principes pour éviter d'avoir du matériel roulant hétéroclite. Et donc, on commence à avoir comment s'appelle le matériel roulant tracté d'une part et moteur d'autre part, qui vont suivre des grandes recommandations des réseaux. Alors, évidemment, quand on parle de l'OCEM, qu'est-ce que c'est? Alors, l'OCEM, c'est l'Office central d'études du matériel de chemin de fer. Ça a été créé donc juste après la Première Guerre mondiale et ça a cette vocation de normaliser, mais aussi de commencer à réfléchir à ce qu'on va appeler bien plus tard l'intermodalité du traitement des marchandises. Et donc, du coup, on va avoir plusieurs divisions au sein de l'OCEM. La division d'études des locomotives, la DEL, la division d'études des voitures, les DEV, la division d'études de la traction électrique, la DETE, et la division d'études des autorails et des tractions diesel, la DEA. Et donc, ces bureaux, on va en entendre parler très très régulièrement quand on va parler de matériel roulant. On va vous dire c'est du DEV, c'est de l'UIC. Alors l'UIC, ça arrive plus tard, parce que c'est l'Union internationale des chemins de fer. Mais on va avoir de l'OCEM 30. Donc OCEM 30, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des normes qui sont parues dans les années 30. On va vous parler aussi de voitures DEV, qui sont issues justement de ce département d'études des voitures. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui caractérise l'époque, la période C de l'époque 1, donc 1918-1925. On arrive ensuite, après, avec l'époque 2, qui suit donc l'époque 1, qui commence donc, selon le MOROP et la NEM 800F, qui commence de 1926 et qui s'arrête à 1945. On voit qu'on est encore dans une période où la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale marque en fait la fin de l'époque 2. Et donc là, on va avoir, pareil, plusieurs époques, plusieurs périodes dans l'époque. On a la période A, 1926-1945, et cette période A, elle voit l'apparition des écrans parfumés au niveau des locomotives à vapeur, l'apparition aussi des voitures métalliques au SEM et aussi en parallèle avec le Nord, parce qu'il faut savoir que les compagnies ferroviaires à l'époque n'étaient pas forcément obligées de suivre les recommandations de l'OCEM. L'électrification à 1500 volts d'une partie des lignes du PO, du Midi et du PLM, et un mouvement qui tend à améliorer le rendement des locomotives à vapeur, notamment en ce qui concerne la consommation de charbon et la consommation d'eau au 100 km. Ensuite, après, on arrive sur la période B, qui est de 1934 à 1937, où là, on commence aussi à avoir une réflexion sur l'uniformisation de la signalisation ferroviaire, qui est un aspect important, avec notamment l'apparition du code Verlan, et comment s'appelle des débuts de rapprochement entre certaines compagnies pour des raisons financières. Donc on va avoir le PO, donc le Paris-Orléans, qui est une compagnie ferroviaire, et la compagnie du Midi, qui vont avoir des gérances communes, des exploitations communes. Ça ne veut pas dire qu'elles fusionnent administrativement, mais elles vont avoir des gérances communes. Il va y avoir une nouvelle répartition territoriale entre l'État et le Paris-Orléans. Il faut savoir que la compagnie de l'État, c'est l'État qui a racheté des compagnies ferroviaires déficitaires, mais dont l'intérêt était dit stratégique pour l'État. C'est notamment tout ce qui va se trouver autour de Paris. Et on se souvient de compagnies comme la Petite Ceinture, la compagnie de Bercy, etc. Tout ça, ça va être fusionné et ça va être mis sous la gérance de l'État. Et donc, l'État va se retrouver à avoir une compagnie ferroviaire. Et ensuite, après, on va avoir l'apparition d'autorails. Donc, on va avoir des autorails Renault, des autorails Billard, etc.
Arrive, patatras, la commission paritaire mixte entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui considère que la problématique de la solvabilité de ces entreprises privées, des entreprises privées de chemin de fer, des grandes entreprises privées, pose un problème et on va décider de nationaliser l'ensemble des réseaux, la gérance de l'ensemble des réseaux, et on va créer en 1938 la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF. Et donc là, on débute la période C de l'époque 2, qui va donc qui va courir de 1938 à 1945. Donc là, on va avoir en fait plusieurs choses qui sont intéressantes en fait dans la période C, avant effectivement la période 39-45, qui est vraiment la période de guerre. On va avoir d'une part le brassage du matériel roulant sur l'ensemble du territoire, mais on va avoir quelques particularités qui vont rester jusqu'à la fin de l'époque 5, c'est que la SNCF devient donc la Société nationale qui gère l'ensemble du chemin de fer, mais on va garder au sein de la SNCF l'ensemble des particularités des réseaux, notamment les conventions collectives, qui ne disparaîtront finalement que avec la privatisation de la SNCF et le démantèlement de la SNCF avec SNCF Réseau, SNCF Mobilité, etc. Donc c'est très très intéressant parce que cette SNCF nouvellement créée vient en fait nationaliser les dettes des différents réseaux, mais va garder en fait les particularités sociales des différents réseaux au sein même de la SNCF. Donc quand vous commencez votre carrière à la SNCF et que vous êtes affecté à une région, eh ben, vous dépendez de la convention collective dont le réseau ferroviaire antérieur gérait la région. Donc, par exemple, si vous êtes muté dans le nord de la France, bah, vous êtes sous la convention collective Nord SNCF, ou PLM SNCF, ou PO SNCF, ou Midi SNCF. C'est une particularité qui d'ailleurs va faire que il va y avoir au sein de la SNCF, il va y avoir des grands courants, et on verra ça un petit peu plus tard. Ces grands courants vont avoir énormément d'importance, notamment sur les décisions que va prendre la SNCF, notamment de complètement sacrifier la vapeur au profit du diesel, puis de l'électricité. Donc ça marque la fin de l'époque 2, 1926-1945, la fin de la gérance par les réseaux privés. On arrive ensuite après à l'époque 3, qui est l'âge d'or de la reconstruction, qui commence en 1945. Donc, en fait, on dit janvier 46 jusqu'à décembre 1970. Pareil, qui est subdivisé en plusieurs périodes. Et donc là, on a 4 périodes majeures pour la SNCF. C'est quelque chose qui est assez intéressant. On a la période A, donc 1946-1949. Là, c'est la reconstruction. Le réseau a été extrêmement atteint par les faits de guerre, que ce soit les sabotages de résistants, que ce soit le sabotage des Allemands qui se sont barrés, et surtout le pilonnage intensif des dépôts par les Anglais et par les Américains. Et donc, du coup, on voit l'apparition de plusieurs grandes tendances sur la période A. D'une part, l'arrivée du matériel commandé dans le cadre du plan Marshall, qui sont des locomotives unifiées de type 141, donc des Mikado, hein, les fameuses 141R. On voit l'apparition des voitures DEV métalliques, et donc des wagons qui vont être standardisés pour l'ensemble du parc SNCF. Et on va, pendant cette période-là de transition, continuer à avoir la subsistance des livrets des différents matériels roulants jusqu'à peu près 49-50. La période B vient la mise en place du marquage unifié sur le matériel. Donc maintenant, on arrête les conneries avec les marquages des réseaux anciens et on commence à avoir l'arrivée du marquage SNCF, avec notamment le logo Macaron, très célèbre. Et on voit des extensions timides
de l'électrification sur les lignes très stratégiques, notamment Paris-Dijon, et l'arrivée du 25 kV. Ensuite, après, sur la période C, on a la suppression de la 3e classe et la renumérotation des voitures. Donc, en gros, les premières classes restent première classe, et les secondes classes voient arriver dans leur parc de seconde classe des 3e classes. Donc, du coup, on peut de temps en temps avoir des wagons de 2e classe qui sont en fait exactement, qui n'ont pas changé leur équipement et qui sont encore en équipement 3e classe, ce qui fait un petit peu râler les gens parce qu'ils disent, attendez, on a une impression de perdre au change, parce que les gens qui achetaient leur billet de seconde classe, qui se retrouvent dans un ex-wagon de 3e classe, ont un peu sont un peu les fesses au dur. Voilà. Ensuite, suite aux grandes périodes de reconstruction, on décide d'électrifier le nord et l'est sous caténaire de 25 kg. Et on commence à avoir des trains internationaux comme le Trans-Europe Express qui apparaissent et l'arrivée des premières locomotives unifiées sous giron SNCF. On attaque ensuite après la période D qui est la fin de l'époque 3 où là on fait énormément de réformes. On fait des réformes au niveau des rails, puisqu'on commence à avoir le catalogue unifié de la pose des rails de la SNCF en 1961. On a l'apparition et la création de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer, et l'unification des codages internationaux sur les wagons, donc le marquage UIC qui arrive en 1964 et qui va être complété jusqu'en 1968. On va avoir l'apparition des trains autocouchettes, puisque avec l'essor et la croissance, les congés payés qui sont arrivés avant-guerre, on a des mouvements de va-et-vient pendant les vacances avec les gens qui veulent partir en vacances très loin, mais bénéficier des bienfaits de l'automobile une fois qu'ils sont arrivés à destination, sans être obligés forcément de se taper des très très longs trajets en voiture, puisqu'à l'époque, les autoroutes sont encore très timidement en train d'être construits, et l'avantage compétitif du train auto-couchette par rapport au long trajet en national est indéniable. Et donc, on a aussi, malheureusement, le début de la fermeture de lignes secondaires, ce qui pourrait nous être bien utile en époque 6 actuelle. Mais voilà, donc c'est une révolution. Il y a à la fois une révolution au niveau de la gestion des trains, le pillage se complexifie, l'informatisation arrive, et on arrive à l'époque 4. L'époque 4, c'est, je dirais, la disparition totale de la traction vapeur. Louis Armand a décidé de tuer la traction vapeur pour plein de raisons. Alors, on cite souvent le charbon qui coûte cher, ça fait des économies. On cite aussi le fait que c'est très complexe, ça demande des installations complexes d'entretien, ce qui est vrai, ça c'est la thèse qui est défendue. Mais en réalité, Louis Armand a une dent contre les puissants syndicats de conducteurs, et le fait de déstructurer et de mettre la conduite en banalisé, ça permet d'affaiblir les syndicats. C'est une des choses qui font qu'en détruisant un corps qui est très très soudé, en l'éclatant, en lui donnant beaucoup moins de force, ça permet de pouvoir amorcer certaines révolutions que à la fois le pouvoir politique et le pouvoir administratif à la SNCF veulent mettre en place. Et donc pour ça, il faut casser un grand nombre de corporatismes au sein de la SNCF. Et finalement, les économies de charbon, c'est plus un prétexte que réellement cette recombinaison. Donc on arrive de 71 à 79, c'est vraiment la fin de la voie de peur, c'est donc la période A, c'est la réforme des structures, le partage territorial, c'est l'extension de la traction diesel, c'est le début des recherches de l'énergie diesel, notamment avec le turbotrain. On voit l'arrivée aussi du TGV 001,
qui va servir ensuite après de base de prototype pour le TGV tel qu'on le connaît. Et c'est l'apparition des voitures Corail à la fin de la période. En période B, on commence à arriver dans l'ère du TGV, c'est l'inauguration de la ligne sud-est, hein, qui va donc de Paris à Lyon. C'est le début de la dynamique du raccourcissement des distances. La SNCF, fort de son expérience et de ses records qu'elle a entamés pendant l'époque 3, veut permettre aux usagers, puisqu'on parle encore d'usagers à ce moment-là, de gagner énormément de temps. Donc c'est rentabiliser le matériel, l'exploiter, mais surtout diminuer les temps de parcours, et le TGV est cette première brique de ces éléments-là. On va avoir un remaniement au niveau de l'identité visuelle, on voit arriver le logo nouille, et on a l'arrivée du marketing qui vient définir des nouvelles couleurs pour la SNCF. Donc ça, c'est dans l'époque 4, on considère qu'il n'y a vraiment que deux périodes, 71-79 et 80-90. Il faut voir cette période-là comme une période de transition. L'époque 5, elle vient parachever cette transition et on arrive vraiment sur une nouvelle révolution. Donc l'époque 5, c'est 91-2004. Il y a trois périodes. Il y a une période, donc la période A, 91-95, où là, c'est le règne de la grande vitesse, le TGV Atlantique, le Transmanche, la mise en place du dynamisme, du train dynamique qui fait face à une très forte concurrence qui est celle de l'avion, et donc il faut se moderniser. On commence à voir l'apparition de la gérance par les régions des trains, donc c'est les TER. On va avoir sur la période B, la modernisation des voitures Corail, et sur la période C, le transfert des TER par les régions et la séparation des activités en livrets spécifiques. Donc on va avoir le département fret, le département en voyage, etc. L'apparition de sous-gérance au sein de la SNCF, notamment avec Corail, Théos et compagnie. Et on arrive ensuite après à l'époque 6, qui est de 2005 à maintenant, où là, en fait, finalement, c'est la privatisation, l'éclatement, la mise en concurrence des réseaux ferroviaires entre eux, l'apparition de nouvelles compagnies privées qui viennent gérer des lignes jugées non rentables par la SNCF, parce que la SNCF maintenant a un souci de rentabilité, et maintenant on ne parle plus d'usagers de la SNCF, mais on parle de clients, et donc du coup forcément les paradigmes changent, et on peut qualifier l'époque 6 de grand bond en arrière, puisqu'on revient à une gestion privée des réseaux avant la création de la SNCF, et donc finalement c'est la victoire des néolibéraux qui ne veulent pas entendre parler de sociétés gérées par l'État et qui considèrent que le privé est beaucoup plus capable qu'une planification étatique. Bon. On a vu en Angleterre qu'ils sont en train de faire un retour en arrière par rapport à ça, et il y a fort à parier que l'époque 6 soit dans le futur secouée du même genre on va dire, du même genre de retour au réalisme que l'apparition et la gestion privée, tant pour le client ou l'usager, tant que pour la gestion et la sécurité. C'est pas la panacée, puisqu'on a quand même bénéficié d'une très grande sécurité du train, jusqu'au moment où on a décidé d'éclater l'ensemble des activités en plusieurs sous-activités, puis de les privatiser. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'ensemble de la description de ces époques. Alors pour nous, les modélistes, ça nous permet de pouvoir savoir à peu près où on veut se situer, quels sont le type de matériaux roulants qu'on va avoir sur notre réseau. Et effectivement, c'est une information qui est assez intéressante. Alors après,
Il faut laisser place à l'imaginaire là-dedans, hein. Moi, je suis pas en train de vous dire que c'est quelque chose qui est complètement rigide. Moi, à titre personnel, je suis pas tout à fait d'accord avec le découpage de certaines périodes, mais c'est sujet à interprétation et c'est normal. Ça a beau être une norme européenne, il n'en empêche que sur votre réseau, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, voire même de faire de la dystopie, ce qui est tout à fait correct. On n'est pas forcément obligé de faire strictement une reproduction de la réalité. À titre personnel, je respecte énormément autant ceux qui font preuve d'imagination et qui maîtrisent leur imagination que ceux qui veulent absolument coller sur une période. Pour moi, l'un et l'autre sont tout à fait honorables. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des époques du chemin de fer décrit vous aura donné un peu plus de visibilité et de compréhension sur pourquoi on a fait ce découpage temporel. Je suis un petit peu désolé, il faut trouver des contenus qui correspondent un petit peu à la période de grosse canicule, et donc les travaux que j'avais prévu de faire cette semaine ne pourront pas être faits et sont repoussés sine die. En tout cas, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne de Wissenheim. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau, et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Portez-vous bien et faites du train. Ciao!